Bonjour à tous, on débriefe aujourd'hui la première journée du tournoi des 6 Nations 2021, et en particulier la grosse victoire française en terre italienne. Avant de démarrer, pensez au petit pouce bleu et à laisser un commentaire. J'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est très important pour mettre en valeur la vidéo et la chaîne par rapport à l'algorithme de YouTube. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et cliquez bien sur la cloche pour activer les notifications. Avec le tournoi, de nombreuses vidéos sortiront les prochaines semaines, avec des matchs, des débriefs, des hymnes et pas mal de stats. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les premières vidéos consacrées à ce tournoi Destination 2021. Au sommaire de cette vidéo, un bref récap du déroulé général du match, un focus sur la stratégie défensive des Bleus à double tranchant, un décryptage détaillé des soucis offensifs et défensifs des Italiens, un retour sur la prestation XXL de Dupont et sur celle moins enthousiasmante des remplaçants tricolores. Enfin, je reviendrai brièvement sur l'exploit écossais et le super match Galles-Irlande. La France est donc logiquement imposée 50-10 en Italie, avec 7 essais à la clé et un seul encaissé. Un score à relativiser par rapport à la grosse faiblesse italienne dans quasiment tous les registres, et qui aurait pu ou dû être plus lourd encore. Les Bleus ont fait le trou en première mi-temps, grâce à un épatant réalisme offensif, les voyant concrétiser la moindre opportunité, bien aidés par les ratés italiens au plaquage, là où les transalpins nettement plus entreprenants et portés par leur prometteur numéro 9 Steven Varney n'ont jamais su scorer sur leurs nombreux temps forts. Le 15 italien a pourtant été gavé de ballons, grâce en partie à l'indiscipline française encore bien trop importante. Si la faute de Cretin me paraît sévère, le joueur allant pour plaquer et faisant seulement un en avant involontaire, les 5 autres sont indiscutables, et pire encore sont l'œuvre de seulement 2 joueurs. Bernard Leroux, coupable de 2 péchés d'enthousiasme, et le capitaine Charles Olivon, qui n'a donc pas montré l'exemple en étant sanctionné 3 fois en 40 minutes, et coûtant 3 points. Pas plus néanmoins, car si la Squadra Azzurra a régulièrement et intelligemment trouvé la faille dans la défense tricolore, en enchaînant au près dans la zone du 10 pour éviter de subir les montées inversées de la ligne de 3/4 française, comme à leur habitude, les Italiens se sont sabordés en commettant beaucoup d'erreurs, dont une amenant l'essai en contre de Vincent. En seconde période, avec 3 essais inscrits trop facilement et rapidement en 8 minutes, les tricolores ont pris sans surprise le point de bonus offensif et creusé un écart énorme avec leurs adversaires. La suite serait hélas peut-être moins aboutie, puisque les Italiens gagneront les 20 dernières minutes, profitant de la baisse de régime à la fois mentale, le score était acquis, et purement stratégique, le coaching de Galtier ayant cassé la dynamique du 15 de France, alors qu'il y a eu du temps pour infliger une correction plus sévère aux transalpins et soigner le goal average. Rappelons que lors du précédent tournoi, les Français n'ont fini que deuxième, à cause d'une différence de points inférieure à celle des Anglais. Or, pendant cette édition, la France avait battu l'Italie à domicile de seulement 13 points, là où les Anglais avaient pris 29 points de goal average chez les Italiens. Les Français défendent à la galloise, en coupant très vite les extérieurs. Logique vu que l'entraîneur français de la défense, Sean Edwards, est l'ancien coach de la défense galloise. Cette stratégie est solide pour casser le jeu de 3/4 adverse, mais présente aussi des failles. Les Italiens l'ont prouvé lors de ce match, dès la 4e minute, avec toute la ligne française qui monte sur le 12 italien. Voyant cela, le centre repique intérieur, et prend logiquement Aouas à la course. Ici, on a le cas typique du retard des avants suite au rock précédent, ce qui ouvre un espace près d'Aouas, qui est quand même le principal fautif, en calquant trop sa course sur celle de Jalibert. Idem à la 23e minute, Vincent et Jalibert coupent les extérieurs, Aldrit couvre pas l'intérieur, et se fixe sur le porteur de balle. Le retour intérieur est intéressant au bord du ruck précédent. Idem à la 42e, Ficou monte très vite, Aldrit a le regard inspiré par un leurre du soutien italien, et se fait surprendre à son intérieur par l'ouvreur transalpin, que Leroux ne peut plaquer. 2 minutes après, on prend presque les mêmes. Cette fois-ci, c'est Jalibert qui monte en pointe. Le leurre italien se concentre sur l'ouvreur français, et donc ne gêne pas Aldrit et Leroux qui peuvent intervenir. Plus tard encore, les 2 centres français coupent les extérieurs, et Aldrit ne sécurise pas le bord du ruck. Le 9 italien en profite pour créer l'espace, à son coéquipier Carlo Canna. Les 3 derniers exemples prouvent que les Bleus n'ont pas su faire évoluer leur schéma tactique à la mi-temps, malgré les alertes du premier acte. Une non-adaptation qui pourrait être préjudiciable contre des Irlandais raffolant des rucks et des retours intérieurs. La courte séquence aux alentours de la 13e minute est elle aussi significative, avec 4 montées en pointe en seulement 15 secondes, jetant des centres principalement, et notamment Arthur Vincent. Le constat est là, les Italiens attaqueront alors la zone du 10, puis celle autour des rucks, et généreront à chaque fois de l'avancée. En revanche, sur le 4e temps de jeu, lorsqu'ils écartent le ballon, ils sont automatiquement coffrés et reculent. Vers la 29e minute, on a un condensé de la réussite de ce style défensif, quand les bords de ruck sont sécurisés. Soit les Italiens prennent l'extérieur et se font prendre, ici par Dupont, soit ils tentent le retour intérieur dans le trafic, soit ils sont pris dans la zone du premier centre. Enfin, lors d'une grosse séquence italienne de 2 minutes, les Bleus ont effectué pas moins de 7 montées en pointe, sans perdre trop de terrain cependant. Couvrir les bords de ruck suffira-t-il donc à sécuriser la stratégie défensive des Bleus? Pas si sûr, car les montées des centres impliquent aussi des espaces sur l'extérieur, où se situent les liés. En début de seconde période, les Italiens ont trouvé la parade, en créant un bloc-leurre pour fixer les premiers défenseurs bleus, pour mieux écarter ensuite sur les extérieurs, avec pas mal de profondeur pour éviter tout risque d'interception. Si le fait d'être loin de la ligne d'avantage permet à Vincent de glisser pour soutenir Villiers, l'initiative italienne crée suffisamment d'espace pour générer de l'avancée.
Les Italiens ont néanmoins manqué cette option à la 37e, lorsque Vincent monte en course oblique, laissant présager un possible 3 contre 1 pour les Italiens sur l'extérieur. Une redoublée ou une longue passe lobée aurait surpris Vincent, et Villiers aurait fini seul face à 3 Italiens, avec juste le renfort de Dulin et celui plus incertain d'un Teddy Thomas, dont la couverture du 3e rideau n'est pas la spécialité. L'Italie n'a pas hésité à prendre des initiatives, mais a rarement concrétisé, comme d'habitude. Le symbole parfait de cela est cet essai justement refusé à la vidéo pour un en avant évident. Pour une fois que Dupont commettait une erreur, en se faisant enrhumer par la feinte de son vis-à-vis Stéphane Varnet, qui avait éliminé Baye et Marchand auparavant, il a fallu qu'une imprécision technique gâche tout. À qui la faute, sans contestation possible, à l'ailier italien, qui accélère sa course prématurément et se trouve alors devant son coéquipier, qui avait joué le coup parfaitement en fixant le dernier défenseur. Malgré 3 lancers intéressants égarés, la squadra Azzurra a eu d'autres opportunités de scorer, mais a presque tout dilapidé sur des problèmes techniques majeurs. Quand un coup de pied par-dessus du numéro 9 lance idéalement une belle offensive, ce dernier tue l'action 1 minute plus tard avec une passe à ras du gazon, qui aboutira au 3e essai français. Une séquence infructueuse d'1 minute, et 15 secondes plus tard, c'est eux qui encaissent les points. Dans le registre des passes foireuses, on a aussi celle qui va en touche, ou encore celle qui fait reculer l'équipe de 50 mètres. Quand c'est pas la main qu'il y a un souci, ce sont les rucks qui sont pas bons, avec 2 grattages au sol des Bleus pour annihiler les actions italiennes. On peut aussi ajouter le passage à vide complètement évitable, ruinant une offensive de plus d'1 minute, et les éternels en avant grossiers proches de la ligne d'en but. À l'arrivée, il a quand même fallu une action de 2 minutes 37 et 19 phases de jeu pour marquer 3 misérables points, et attendre la 64e minute pour que l'ailier droit italien trouve la faille sur un bon jeu de passe de la ligne de 3/4. À propos, profitons de cette séquence pour clarifier la règle de l'en avant. Oui, sur la dernière passe, le ballon arrive devant l'endroit d'où il est parti, mais il n'y a pas en avant, car il faut prendre en compte l'inertie du passeur. Un moyen simple de s'y retrouver, outre observer la direction des épaules du passeur, et de regarder lorsque le passeur est en fin de course, si le ballon est devant ou derrière lui. Ici, c'est clairement derrière. Alors que les Italiens n'ont eu de cesse de dépasser la minute lors de leurs attaques infructueuses, ils vont être atterrés de constater que la France a fait tout l'inverse, c'est-à-dire de très courtes actions se terminant par des points. 59 secondes, c'est la durée maximale nécessaire aux Bleus pour scorer. Ceci en début de rencontre, avec l'essai de Dylan Cretin. Ensuite, il n'a pas fallu plus de 30 secondes, et souvent plus de 15 secondes, pour aller en terre promise. Les Italiens ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, eux qui n'arrivent toujours pas à plaquer correctement ou à communiquer. Sur l'ensemble des 7 essais tricolores, on compte au moins 8 plaquages ratés, et autant non effectués. Le premier essai démarre avec Thomas, qui casse le plaquage du 8, et se faufile au milieu des 12, 6, 2 et 9, qui ne plaque carrément pas. Le relais de Vincent élimine le demi-mêlée. Plus tard, en bout de ligne, un défenseur se rate encore, sur Villiers cette fois-ci. 7 plaquages cassés en une action, c'est beaucoup trop à ce niveau. Les Transalpins rééditent cette piètre performance sur l'essai de Thomas à la 56e. Vincent, encore lui, casse trop facilement un plaquage italien. Dans la foulée, Jalibert, pourtant loin d'être à pleine vitesse, enrhume le 6 et le 4, avant de trouver les relais parfaits de Dupont et Thomas, 2 des meilleurs joueurs français du match. Le 5e essai d'Antoine Dupont est certes bien construit côté français, avec Thomas qui vient derrière le leurre du second centre, mais on voit tout de suite que la défense italienne s'est trop resserrée, notamment le 12, et que le 14 défend trop extérieur, sans faire attention à Thomas, qui est pourtant dans son champ de vision. L'espace est créé, et le 12 ne peut rattraper Thomas. En 15 petites secondes, l'affaire est pliée. Encore plus court, le dernier essai, de Teddy Thomas, intervient après une bonne mêlée et une sortie de balle de Jolon, relayée un peu maladroitement par Dulin pour Thomas. Même au ralenti, un petit crochet de ce dernier, et c'est l'essai. Beaucoup trop facile. Comme sur l'essai 4, Dulin remonte le ballon de très loin, mais les Italiens sont pas en place, en dépit d'un 3 contre 2 en leur faveur. Le 2 et le 14 se parlent pas, et s'éliminent sans plaquer Dulin au passage. Résultat, le 3 contre 2 italien se transforme en 1 contre 2. Et à la course, Dulin devance l'ouvreur italien, franchement mou et peu réactif. Sur le deuxième essai, un petit groupe pénétrant français qui avance assez peu, un jeu au pied de Dupont dans le second rideau, et c'est facile pour Ficou, car il n'y a aucune couverture italienne. Normalement, cette tâche serait dévolue aux 9 italiens, l'arrière devant défendre sur les extérieurs pour éviter un surnombre de l'équipe attaquante au large. L'ailier gauche est quant à lui occupé à couvrir le petit côté. Enfin, le troisième essai français est consécutif à la passe foirée de Varnet, et le contre qui s'ensuit avec Dupont. Si la situation est difficile à défendre, le 15 italien est extrêmement laxiste en attendant le rebond. Dupont fait ensuite le job, avec une super passe pour Vincent. On parlait justement d'Antoine Dupont, le demi-mêlée toulousain a encore livré une prestation XXL. Si on connaît cette aptitude manuelle, illustrée par sa passe avec brillante pour Vincent, ou son intervention sur une belle combinaison, et sa capacité à être sans cesse en soutien intérieur de ses partenaires pour finir les actions, le 9 français, probable meilleur demi-mêlée mondial à l'heure actuelle, a une palette très large, notamment au pied. Il est bien sûr à l'origine de l'essai de Ficou, où sa vision du jeu et sa précision ont été décisives, mais on lui a aussi de nombreux jeux au pied long qui ont fait reculer les Italiens. D'ailleurs, il est à noter que Dupont a le plus souvent pris la responsabilité des coups de pied de dégagement.
un secteur dans lequel Jalibert a confirmé les bémols entrevus en finale de Coupe d'automne des Nations, à savoir peu de précision dans ce registre. Quand Dupont ne tapait pas, c'est plutôt Dulin qui prenait le relais, avec réussite. L'arrière tricolore a assis un peu plus son profil de joueur très propre et sécurisant dans le fond du terrain. Même Teddy Thomas, au top mentalement malgré sa non-reconduction au Racing, a eu son premier coup de pied réussi. Pas le deuxième malheureusement. Pour revenir à Dupont, sa seule erreur a été ce jeu au pied trop long et directement en ballon mort à la 34e. Pour le reste, il est sûr dans ses choix de jeu, comme sur cette passe pour Aldrit. Il assure à la réception des renvois adverses et sur les relances, et son implication défensive est irréprochable. Il participe notamment aux montées défensives, plaque à tour de bras, et met même la pression sur les 10 adverses. Enfin, on l'a vu très adroit sur sa couverture du terrain, ne se contentant pas de récupérer un ballon chaud, ou bien n'envisageant pas de le pousser en dehors des limites du terrain. Dupont cherche toujours à faire jouer autour de lui, et le fait très bien. On lui pardonne de se faire piéger par Varney sur l'essai refusé à Ioanney. La faute initiale vient de Thomas, pas assez agressif avec le réceptionneur d'une chandelle, et de Baye et Marchand pris sur le bord du ruck. Attention à la défense et attention à la discipline, ça pourrait coûter cher face aux grosses écuries. Mais attention aussi au relâchement mental et au syndrome du 15 type, symbolisé par 20 dernières minutes de piètre facture, hachées par les mêlées et les fautes en tout genre, surtout de la part de remplaçants pas au niveau des titulaires. Je ne peux rien reprocher à Penaud, qui s'est concentré efficacement sur les tâches défensives, se mettant même à faire des contre-rucks, mais le fait qu'il n'ait eu aucun ballon d'attaque en 20 minutes, qui plus est en rentrant au poste de centre et non d'ailier, illustre bien la pauvreté tricolore en fin de match, et gâche le potentiel d'un joueur dévoreur d'espace, qui aurait nettement pu profiter des largesses italiennes. L'unique remplaçant à avoir fait le job est le pilier gauche Jean-Baptiste Gros, obtenant 2 pénalités sur mêlée fermée et grattant un ballon au sol. Il coffre aussi un Italien, récupérant au passage une mêlée. Bourgarit est pas loin derrière, avec une belle présence dans le jeu courant, mais il lobe une fois son sauteur, là où Julien Marchand a fait 100% en touche. Pour compléter la première ligne, Dorian Aldeguerri n'a pas rassuré en mêlée. 2 pénalités contre lui. Awas n'est pas spécialement brillant à son poste, mais il cale la mêlée bleue. En deuxième ligne, Taofi Fenoua fait 2-3 charges incisives, sans avoir le rendement défensif de Villemc, pour une fois discipliné et rigoureux, et délivrant de bons tampons. Si Aldrit n'a pas sorti le match de sa vie, notamment en défense, le Gelon a bien mal démarré la partie en échappant son tout premier ballon. S'est rattrapé ensuite avec quelques bonnes charges. Enfin, la charnière remplaçante souffre la comparaison avec celle titulaire. Serein fait toujours le coup de la pénalité jouée vite, et c'est à peu près tout. Sa passe est moins fluide que celle de Dupont, et son jeu au pied beaucoup plus court. Quant à Carbonel, son en-avant grossier ne plaide pas pour lui, et il a eu peu de bons ballons à négocier. Il en a fructifié un complexe en fin de match. Sous une pluie diluvienne, l'Écosse a signé l'exploit de cette première journée en allant gagner à Twickenham, face il est vrai une équipe anglaise en perdition, dans la continuité de sa faible finale d'Autumn Nations Cup contre la France. Le 15 de la Rose n'y arrive plus. Farrell joue bien trop au pied, certains joueurs paraissent hors de forme, comme Billy Vunipola, et les fondamentaux sont chancelants. On attendait mieux d'eux en mêlée, secteur dans lequel Xander Fagerson a bien résisté au solide Gange, et la touche a égaré des ballons précieux, notamment en toute fin de première période. L'énergie et le talent d'un Maro Itoje ne suffisent pas. L'indiscipline incroyable des Anglais, 10 pénalités en à peine 24 minutes, est un marqueur de leurs soucis du moment, eux qui sont habituellement plus fiables dans ce registre. En face, le deuxième ligne Johnny Gray a battu un gros boulot, tout comme le puissant troisième ligne centre Fagerson et le néophyte performant Redpath au centre. L'homme du match est sans aucun doute le troisième ligne Hamish Watson, hyper actif, et qui a comme un symbole gratté le dernier ballon du match. Malgré cela, les Écossais n'ont jamais creusé un gros écart, la faute à un manque criant de réalisme près de l'embut adverse, où les amants écossais sont souvent cassés les dents. Même Hamish Watson n'a pas pu aplatir, sans conséquence au final. Le match aurait pu échapper aux Écossais à cause d'un seul homme, l'ouvreur Finn Russell. Si Stuart Hawkes est resté constant et propre dans ses interventions, ce n'est pas le cas de Finn Russell. Certes, l'une de ses chandelles amène l'essai de son ailier Van der Merwe, mais c'est à peu près tout. Il rate notamment une diagonale importante pour ce même Van der Merwe, et 5 points au pied. Un en avant sur une bonne initiative écossaise, un jeu au pied direct en touche complète le tableau. Avec en guise d'apogée, ce drop inutile est mal préparé en toute fin de match. Heureusement, Hawkes sauve encore la patrie. En fin de première mi-temps, alors qu'il avait fallu 10 pénalités pour que les Anglais prennent un carton jaune, Russell a équilibré les infériorités numériques en une seule action. Un croc en jambe totalement hors de propos. L'ouvreur écossais a failli coûter aux siens une victoire bien méritée. Les rencontres entre ces deux équipes sont toujours très disputées, et ça n'a pas raté cette année. Le gros combat en mêlée, où aucun pack n'a été sanctionné en 80 minutes, chose très rare, en est la preuve. Les deux équipes se sont aussi rendues coup sur coup en touche. Les Irlandais étaient à 2 doigts de l'emporter, obtenant une ultime pénalité à la 84e minute, une potentielle balle de match, gâchée par l'ouvreur remplaçant irlandais, qui trouve pas la touche. À défaut d'être toujours spectaculaire, ce match est de loin le plus solide de cette première journée du tournoi. Je vous incite vivement à aller le voir si c'est pas déjà fait, et est disponible sur la chaîne. Dès le départ, l'intensité était très présente sur les impacts et le rythme très élevé. Le scénario du match ajoutait encore plus de piment, avec l'exclusion logique de Peter O'Mahony,
le troisième ligne irlandais ne se connectant pas au ruck avec son bras gauche. Le choc est dans la tête du Gallois, à pleine vitesse. Le carton rouge est indiscutable. Étrangement, c'est l'Irlande qui brillera en infériorité numérique, en réalisant une performance majuscule dans les rucks, sous l'impulsion du deuxième ligne épatant Tadge Behearn, et en enchaînant les très longues phases de jeu d'usure. Malgré l'activité colossale du pilier Wyn Jones, du deuxième ligne Alou Wyn Jones et du troisième ligne Justin Tipuric, les Gallois verront très peu le ballon et craqueront finalement sur une belle inspiration du centre Henshaw et la conclusion de Behearn, encore lui. En deuxième mi-temps, sûrement fatigué, l'Irlande a été moins présente sur les rucks défensifs, et les Gallois en ont profité pour remettre de l'ordre, et ont scoré 2 fois à l'arraché. D'abord sur une initiative solo de George North, puis suite à une fixation solide d'Alou Wyn Jones, et une belle circulation de balles chez les trois quarts, acrobatiquement conclue par la pépite Rhys Damit. Les Gallois s'en sortent bien, et les Irlandais auront des regrets d'être passés à un rien d'un gros résultat 14 contre 15. Le 15 du trèfle a néanmoins adressé un message aux Français, ce ne sera pas la même partie de plaisir que contre l'Italie. La bonne nouvelle, c'est la suspension à venir d'O'Mahony, et peut-être l'absence de l'ouvreur Sexton. Son choc involontaire et violent tête contre genou avec Tipuric, et le passif du joueur avec les commotions incitent à la prudence. Espérons que les médecins l'empêcheront de jouer. Apparemment, Sexton aurait délibérément refusé de passer un protocole commotion à la fin du match. Une attitude assez douteuse de la part du joueur, et qui le met en danger. Quoi qu'il en soit, et ça surprendra peut-être du monde, je vois les Irlandais s'imposer de peu face aux Bleus à Dublin. Les Bleus dont les failles coïncident justement avec les points forts irlandais. Un gros combat attend les Bleus, et je vois un score assez serré. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager votre match préféré, votre sentiment sur ce 15 de France, et votre prono pour Irlande-France dans la rubrique commentaires. A bientôt!